Bienvenue, chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision rwandaise. Bienvenue à cette grande édition en langue française. À la présentation, je suis Idrissa Biti. Tout de suite, voici les titres de notre édition. S'exprimant à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, le chef de l'État Paul Kagame a donc pris position notamment pour ce qui est de la source des problèmes auxquels le monde fait face actuellement, des problèmes entre autres liés à la migration dont le Rwanda propose des solutions à ce jour. Puis le Rwanda se félicite de l'inscription de 4 sites mémoriaux sur le patrimoine mondial de l'UNESCO, une demande qui datait de plus de 12 ans. Et puis en économie, la Banque nationale du Rwanda indique que l'inflation du Rwanda est en baisse à la hauteur de 12% et pourrait se situer à moins de 8% vers la fin de l'année. Soraya Hakuziyaremye, vice-gouverneur de la Banque nationale du Rwanda, était notre invitée. Encore une fois, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre que le président de la République, chef de l'État Paul Kagame, estime que les inégalités excessives qu'on observe partout dans le monde aujourd'hui sont la source de problèmes auxquels le monde est actuellement confronté, notamment à la question des migrants pour lequel le Rwanda continue d'apporter sa contribution afin de trouver une solution pérenne à cette question. Le chef de l'État s'est exprimé depuis la tribune des Nations Unies. C'est alors qu'est en cours la 78e édition de l'Assemblée générale des Nations Unies. Les détails pour cet élément, c'est avec notre confrère Kassim Youssouf. Lors de son intervention à la tribune des Nations Unies ce mercredi, le président de la République, Paul Kagame, a fait observer que l'économie est en pleine reprise et que par contre les inégalités au monde ne cessent d'accroître après que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, ait déclaré que la pandémie de Covid-19 n'est plus un problème préoccupant. Le chef de l'État a fait savoir que la reprise économique n'est pas partout la même suite aux inégalités qui étaient là bien avant le Covid-19 et a souligné que c'est pour cette raison que les efforts pour atteindre les objectifs de développement durable sont faiblement fournis, surtout dans les pays pauvres. Developing countries are constrained by a debt crisis, including higher costs of borrowing. Les pays en développement sont confrontés aux problèmes de la dette, y compris leur taux d'intérêt excessif. Cette situation continue d'accroître les inégalités dans le domaine économique et décourage le développement global visant les objectifs de développement durable. La première raison qui entraîne ce malheur, ce sont les intérêts excessifs des dettes qui sont pendant des années payés aux pays riches. Et c'est dans le même ordre d'idée que les pays en développement sont confrontés aux tarifs très élevés des services financiers, tant en termes monétaires que politiques, alors qu'en fait, cela ne convient pas. Nous voudrions donc une véritable coopération pour qu'une solution à ce problème soit trouvée. Nous avons au sein des pays en développement le devoir de bien utiliser les finances et les ressources naturelles et que nous soyons redevables. À propos du problème de changement climatique auquel la 78e édition de l'Assemblée générale de l'ONU a accordé une attention particulière, le président Kagame a fait remarquer que le Rwanda soutient le Fonds international d'aide aux pays pauvres pour lutter contre les effets du changement climatique. Le président Kagame a en outre fait remarquer que les conflits qu'on observe un peu partout au monde sont la conséquence des inégalités économiques excessives et la source profonde du problème des migrants, ajoutant que le Rwanda continuera d'apporter sa contribution pour lui trouver une solution.
Le président de la République a par ailleurs revenu sur la contribution du Rwanda dans les missions de maintien de la paix un peu partout en Afrique et a fait savoir que cette contribution ne remplace aucunement ce que la communauté internationale doit faire pour trouver des solutions durables aux problèmes d'insécurité et que les pays qui sont confrontés à ces problèmes devraient tout d'abord prendre leurs responsabilités et trouver des solutions aux problèmes de gouvernance. À la tribune de la 78e édition de l'Assemblée de l'ONU, le président de la République a fait savoir que le Rwanda est satisfait du résultat de son partenariat avec différents partenaires dont l'Organisation des Nations Unies, ses branches et ses agences, ajoutant que la force des Rwandais résulte du fait de décider que l'histoire amère qu'ils ont vécue pendant environ 30 ans ne se répétera pas et a remercié quiconque a soutenu les Rwandais dans ce processus, surtout que le Rwanda va l'année prochaine commémorer pour la 30e fois le génocide perpétré contre les Tutsis. Merci donc à Kassim Youssouf. Toujours au chapitre de la présidence de la République, le président de la République, Paul Kagame, estime que la gouvernance et la sécurité posent les fondations du développement d'un pays. Le chef de l'État s'est exprimé en ces mots au cours d'un entretien qu'il a accordé au journal Jeune Afrique. Les points ici, c'est avec notre confrère Jean Damascène Manichim. Dans cet entretien, François Soudan de Jeune Afrique a demandé au président Paul Kagame, réélu à la tête du FPR Imotanye en avril dernier, si cela fait de lui le candidat du parti pour la présidentielle de l'an prochain. Et le président Kagame lui a répondu « Je suis heureux de la confiance que les Rwandais me témoignent. Je les servirai toujours tant que je le pourrai. Oui, je suis bel et bien candidat. » Jeune Afrique a également demandé au président Kagame sa réaction aux accusations de soutien au M23 répétées par le rapport du groupe des experts de l'ONU en juin dernier. Et au président rwandais de répondre « Je ne sais pas de quoi ces gens sont experts. La plupart des choses rapportées par ces experts ne correspondent pas aux faits tels que nous les connaissons. » Et à lui d'ajouter « Ne me demandez pas pourquoi le Rwanda ne gère pas le problème de ces gens. Cela ne relève pas de ma responsabilité. Les membres du M23 sont des citoyens congolais. » François Soudan lui a également demandé si le dialogue est encore possible avec le président Tshisekedi. Et le président Kagame répond « Quelqu'un qui refuse de parler à ses propres citoyens, parlerait-il avec moi ? Les gens disent que le problème est entre Kagame et Tshisekedi, mais ce n'est pas cela. » Le président rwandais s'est exprimé aussi sur le refus de l'ambassadeur Vincent Karega par la Belgique. Il a indiqué que la Belgique a mis sur la table des arguments qui n'ont qu'un fondement. Notre interprétation est qu'il est clair que ce refus a été dicté par Kinshasa plus que par d'autres raisons, a martelé le président Kagame. Et à lui d'ajouter, nous en sommes donc restés là avec la Belgique et nous n'avons pas l'intention de nommer un autre ambassadeur. François Soudan a également demandé au président rwandais son avis sur les coups d'État qui viennent de se produire dans 6 pays en Afrique en moins de 4 ans. Le chef de l'État rwandais a répondu « Je crois que ces événements sont souvent le résultat d'une accumulation de griefs sur plusieurs années. Chaque changement ou implosion dans ces différents pays se résume en un mot, la gouvernance. La gouvernance et ensuite la sécurité. Ce sont elles qui posent les fondations du développement d'un pays, à condition qu'elles soient gérées de la bonne manière, a indiqué le président Paul Kagame. Merci donc à Jean Damascène Manichimé. On va faire un petit retour sur la 78e session de Nations Unies, de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se tient à New York, où à part le chef de l'État Paul Kagame, d'autres chefs d'État et de gouvernement et d'autres responsables au plus haut niveau y prennent part. Mais avec un œil ou une perspective africaine, nous sommes enchanté d'accueillir notre confrère sénégalais Ousseynou Nargué. Il est éditorialiste sénégalais et fondateur du site d'info Tract. Bon après-midi, Nangadef. Magnifique, merci beaucoup, cher Eddy. Nangendef Fof à Kigali, Malepjam, ce qui veut dire comment allez-vous, est-ce que tout se passe bien à Kigali? Merci en tout cas de m'accueillir sur votre plateau.
Alors, Ousseynou, la 78e Assemblée générale des Nations Unies, elle était attendue. C'est dans un contexte assez particulier pour le continent africain. Nous avons connu un énième coup d'État. La question de la sécurité qui a malheureusement toujours été la question éternelle pour le continent africain. Déjà, pour vous, vous attendiez, aviez-vous des attentes particulières par rapport à cette question, l'ONU qui soit au chevet du continent africain? Oui, l'Assemblée générale des Nations unies de septembre est une grand-messe que nous avons l'habitude de voir chaque année comme un marronnier. Donc, c'est, j'allais dire, un ballet diplomatique assez convenu qui se passe là-bas. Je pense que si l'ONU doit vraiment se pencher sur la question sécuritaire problématique dans plusieurs pays africains, suite au coup d'État de ces dernières années, ça passera plus par une réunion du Conseil de sécurité que par la grand-messe à laquelle tout le monde est égal et vient parler d'égal à égal sans pour autant l'être, qu'est la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies. Et de ce point de vue-là, je crois que d'ailleurs il est absent le président russe, Vladimir Poutine. Je pense que si le Conseil de sécurité voulait agir dans un sens pour aller contre les juntes au pouvoir en Afrique depuis les derniers coups d'État, je crois savoir que Poutine et la Russie s'y opposeraient. Mais je pense important qu'il y ait en tout cas la position de principe qui est de condamner les coups d'État survenus en Afrique, même si on constate à la faveur de cette Assemblée générale que les différentes juntes n'ont pas le même traitement. La junte gabonaise a accès à la parole, alors que la junte nigérienne, manifestement très ostracisée, surtout en l'absence même du président français Emmanuel Macron, dont je pense qu'il est absent de cette Assemblée générale parce qu'il ne voudrait pas entendre certains mots venant de ces pays africains poutistes-là. Donc voilà, je constate qu'il y a un traitement différent des juntes par les Nations Unies. Ben, on remarque tout de même que Emmanuel Macron, quand même, Ousseynou, il a un hôte de marque, le roi anglais, ou le roi d'Angleterre plutôt, le roi Charles qui est là. Mais Nantienne, qu'à cela... Le roi Charles à Bondo, parce que rappelons que cette visite-là a été reportée de 6 mois et elle avait été reportée parce qu'il y avait une situation sécuritaire problématique à l'époque en France. Donc, je crois qu'un nouveau report, je crois qu'on a programmé exprès cette visite du roi Charles III, peut-être pour des raisons diplomatico-diplomatiques, pour éviter à Emmanuel Macron de venir à New York. Alors, Seynou, le chef de l'État Paul Kagame a évoqué la question des migrants. C'est une question qui divise le monde aujourd'hui et c'est l'Afrique qui se vide de ses fils et filles. Et d'un côté, on a l'Europe qui crie haut et fort que nous sommes envahis. Ce sont des migrants qui viennent avec la complicité des États africains. Comment trouver le juste milieu? Comment résoudre cette question sempiternelle des migrants? Je salue très fortement la position et la prise de parole du président rwandais Paul Kagame, qui vient à son heure. Je rappelle d'ailleurs à ce sujet-là que quand dans le désert libyen, il y a quelques années, on avait découvert des marchés d'esclaves, c'est le Rwanda qui avait sauvé l'honneur de l'Afrique en disant qu'il pouvait accueillir 3000 migrants au Rwanda. Je suis très peiné que cette question, ce débat sur la problématique des migrants soit l'apanage
des partis et des gouvernements d'extrême droite occidentaux, des autres partis politiques également occidentaux, et que trop peu de nos leaders africains s'invitent dans ce débat-là, alors qu'ils devraient être en première ligne. Parce que je pense que la question des migrants n'est pas foncièrement liée à la pauvreté en Afrique. Je pense qu'elle est liée à une sorte de miroir aux alouettes que la société de consommation et la mondialisation tendent aux jeunes Africains. On pense que tout est rose en Occident. On pense qu'il suffit de se baisser pour ramasser de l'argent. Les migrants partis avant, qui vivent dans des conditions sordides là-bas à 20 dans un appartement pour parvenir à épargner en faisant des petits boulots ou même des boulots prohibés comme la vente à la sauvette, quand ils reviennent en Afrique, ils renforcent cette perception-là de l'Occident comme étant le pays de cocagne, mais je ne pense pas que, en tout cas vu du Sénégal, tous ceux qui prennent les pirogues pour rallier l'Espagne soient dans des conditions de pauvreté insoutenables. Je crois juste que, de la même manière qu'on a pu parler d'un American Way of Life, il y a un Western Way of Life qu'on vend aux Africains à force de clips, à force de films avec des happy end, qui donc font que même un Africain qui a une bonne situation, comment dirais-je, ici, en Afrique, est tenté de partir illégalement en Occident. Je crois que ce qui devrait se faire, c'est la politique adoptée par le Canada d'immigration reçue et choisie. Ce devrait être le lot, je crois, de tous les pays occidentaux. Quand on voit que l'Allemagne a pu, au plus fort de la crise syrienne, accueillir 1 million de Syriens, je pense que l'Occident a besoin des bras valides du Sud, mais que ça ne devrait pas continuer à se passer de cette manière, mais que nos leaders africains devraient négocier des quotas de migrants à plus ou moins longue durée, saisonniers ou permanents, avec les pays occidentaux, notamment avec les anciennes puissances coloniales avec lesquelles nous avons des liens assez particuliers. Voilà ce que je veux dire à ce sujet-là, mais je répète, je condamne fortement le fait que nos leaders, peut-être par sentiment de culpabilité, ne s'invitent pas assez dans le débat sur les migrations internationales et notamment sur la migration subsaharienne en direction de l'Occident. En tout cas, merci beaucoup pour ce décryptage et surtout ce complément d'information que vous nous apportez. Je rappelle que vous êtes Ousseynou Nar Gueye, éditorialiste sénégalais, fondateur du site Info Tract. Djerejef, comme on dit au Sénégal. Djerejef, Nyokobok. Merci et à bientôt. Voilà. Revenons en actualité nationale pour parler de la Banque nationale du Rwanda qui indique que l'inflation au Rwanda est en baisse à hauteur de 12% et pourrait donc se situer aux alentours de 8% en fin d'année. Pour mieux comprendre cette situation monétaire au Rwanda, notre consoeur Michel Iradokunda s'est entretenu avec Mme Soraya Hakuzieremye et les vice-gouverneurs de la Banque nationale du Rwanda. Suivez. La Banque nationale du Rwanda vient de présenter la politique monétaire et la situation financière de ces 6 derniers mois. Pour en parler davantage, nous accueillons la vice-gouverneure de la Banque nationale du Rwanda, Madame Soraya Hakuzieremye. Bienvenue. Merci beaucoup de l'invitation. Oui, alors, selon la Banque nationale du Rwanda, la hausse des prix observée aujourd'hui au marché au second trimestre 2023 était consécutive à la mauvaise, je dirais, récolte des cultures vivrières suite aux effets du changement climatique. Quelles sont les orientations de cette politique monétaire de la BNR à ce propos? Non, c'est vrai que les 6 premiers mois de l'année, nous avons vu, je dirais, 2 choses. La première, c'est la réduction de l'inflation.
Comme vous le savez, les derniers chiffres donnés par l'Office des statistiques, l'inflation est maintenant, ou du mois passé, est à 12%. 12,3%, mais on peut se rappeler qu'en novembre et décembre de l'année dernière, on était à plus de 21%. Donc cette hausse des prix décélère, mais pas aussi rapidement que nous l'aurions souhaité. Mais nous voyons que ce soit au niveau de la hausse des prix des produits énergétiques, la hausse des prix des produits alimentaires, ils sont en baisse, même si l'inflation sur les produits alimentaires, surtout les produits alimentaires frais, reste élevée presque à 30, un peu au-dessus de 30%. Alors, ce que nous avons fait comme Banque centrale, la politique monétaire restrictive que nous avions commencé en 2022, pour l'instant, nous avons un taux directeur à 7,5%. Et il faut se rappeler qu'on vient de 4,5% avant février 2022. Et c'est l'un des outils qu'on utilise pour ramener le niveau de l'inflation au niveau que nous estimons tolérable entre 2% et 8%. Et c'est un niveau, d'après nos projections, que nous voyons qu'en fin d'année, donc les derniers 3 mois de l'année, donc octobre, novembre, décembre, nous voyons que l'inflation va baisser jusqu'à 7,6%. Donc nous pourrons alors revenir au niveau acceptable de moins de 8% d'inflation. Alors, qu'en est-il de la stabilité du franc rwandais, je dirais, par rapport aux monnaies étrangères dont le pays a besoin pour ses importations aujourd'hui? Alors, nous voyons que, surtout depuis que la Federal Reserve, ou la Banque centrale américaine, a aussi adopté une politique monétaire restrictive, vu l'inflation aussi qui était au-dessus de leur niveau de 2%, ceci a eu comme effet de renforcer le dollar américain. Deuxième chose qui a un impact sur le taux du franc rwandais par rapport au dollar américain, puisque c'est la monnaie qu'on utilise plus pour nos importations, c'est le déficit de la balance commerciale, où nous voyons que, comme nous avons une économie en croissance, le dernier taux de croissance du produit intérieur brut était à 7% pour le trimestre passé, et donc les importations augmentent rapidement. Nous avons eu une augmentation de près de 18% les 6 derniers mois. Et donc, cela a un impact négatif sur la balance des paiements. Mais nous voyons aussi des signaux positifs où les exportations augmentent, surtout pour les services, le tourisme. Nous voyons aussi le niveau des remittances, ou l'envoi d'argent par les Rwandais de l'étranger qui augmente. Et donc, cela a un impact positif sur la balance de paiement, même si ce n'est pas encore suffisant. Aujourd'hui, le taux de dépréciation pour les 6 premiers mois de l'année était à 8%. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 12%. Et donc, avec les effets combinés de la hausse du taux du dollar, plus la balance commerciale qui continue à être négative au vu de l'augmentation des importations, nous voyons que le franc rwandais, pour l'instant, a un taux qui se réduit par rapport au dollar. Mais nous avons des projections qui montrent que si nous continuons à avoir des bons chiffres au niveau des exportations, surtout la reprise du tourisme, cela pourrait avoir un effet positif et stabiliser le franc rwandais dès 2024. D'accord. Alors, comment pensez-vous, je dirais, maîtriser aussi l'inflation en général, et particulièrement pour les produits alimentaires, pour le citoyen, notamment en situation de précarité aujourd'hui, qu'il puisse justement s'en sortir? Alors, il est vrai que l'inflation a comme effet un effet négatif sur le pouvoir d'achat de tous les citoyens. Nous avons vu, comme je l'ai expliqué précédemment, que l'inflation est en baisse et que nos projections pour l'année prochaine, nous aurons une inflation aux alentours de 5%. Et donc, ça donne un espoir sur un pouvoir d'achat plus maîtrisé. Mais en revanche, la politique monétaire de la Banque centrale n'est pas suffisante
pour réduire l'inflation, surtout l'inflation qui vient des produits alimentaires. Mais vous avez vu plusieurs initiatives du gouvernement pour soutenir le secteur agricole, que ce soit au niveau des subsides pour tout ce qui est engrais, etc., mais aussi de mettre en place des mesures pour combattre les effets du changement climatique. Mais ça, ce sont des mesures à moyen et long terme. Et donc, une combinaison de tous ces facteurs, la politique monétaire restrictive de la Banque centrale, ainsi que l'appui du gouvernement au secteur agricole, auront un effet positif sur la réduction de l'inflation dès 2024. D'accord. Alors, la Banque nationale, en tant que régulatrice de la circulation monétaire ici au pays, quel est son message? Quel est son message par rapport face à la population, face à cette situation inflationniste qui prévaut actuellement? Alors, d'abord, bonne nouvelle, c'est que, comme nous l'avions annoncé lors des précédentes conférences de presse sur la politique monétaire, l'inflation est en baisse. L'inflation est en baisse. Nous sommes, comme je l'ai expliqué, où nous avons le plus haut niveau à 21%. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à 12% avec des projections pour arriver à moins de 8% en fin d'année. Deuxième chose, c'est que même au niveau international, il y a une baisse des prix énergétiques, des prix des produits alimentaires, même si pour nous l'inflation est fort impactée par les saisons agricoles qui, malheureusement, au vu du changement climatique, les dernières saisons, que ce soit la saison A et la saison B agricole, n'ont pas donné les résultats escomptés, mais nous pensons que, comme je l'ai expliqué, notre politique monétaire restrictive a déjà eu un effet sur la baisse de l'inflation. Deuxième chose, des projections qui donnent une inflation à moins de 8% dès décembre. Nous pensons qu'en 2024, l'inflation sera maîtrisée et que ça va contribuer à la stabilisation des facteurs macroéconomiques du Rwanda. D'accord. Alors, pour terminer, parlons de l'inclusion des femmes, je dirais l'inclusion financière des femmes au sein de certaines institutions financières dans notre pays. En tant que BNR, que faites-vous pour, je dirais, pour assurer que le fossé qu'on observe aujourd'hui soit comblé? Alors, il y a plusieurs initiatives, mais on peut déjà se réjouir du progrès que nous avons vu au Rwanda au niveau de l'inclusion financière, que ce soit au niveau du nombre total de Rwandais qui ont accès aux services financiers. Si on prend les 15 dernières années, en 2008, seulement 21% des Rwandais avaient un compte en banque ou accès à des services financiers formels. Aujourd'hui, nous sommes à un taux de 77%. En revanche, le fossé entre les hommes et les femmes est encore à 7%. Il a été réduit de plus de moitié puisqu'il était à 15% en 2010, mais nous pensons en tant que Banque nationale qu'il est important de mettre en œuvre un guide pour les institutions financières afin d'accélérer l'inclusion financière des femmes pour réduire cet écart d'accès aux services financiers que nous observons entre hommes et femmes. Et ce guide que nous avons publié aujourd'hui va permettre aux institutions financières, d'une part, de conduire des recherches au niveau des produits financiers qu'ils offrent aux femmes et aux hommes pour prendre en compte les spécificités des besoins des femmes en financement. Deuxième chose, c'est de continuer à travailler ensemble avec les institutions financières sur l'éducation financière. Des mesures pédagogiques pour élever le niveau de connaissances financières, spécialement pour les femmes. Troisième chose, c'est de mettre en œuvre un mécanisme de suivi sur l'avancement de l'inclusion financière pour que l'inclusion financière soit partie prenante des stratégies que nos institutions financières au pays adoptent. Donc nous espérons que d'ici quelques mois, quelques années, nous pourrons venir vous indiquer les progrès que nous avons faits afin d'éliminer cet écart. Merci beaucoup, Madame Soraya, vice-gouverneure de la Banque nationale du Rwanda. Merci pour cet éclairage et merci aussi d'avoir accepté favorablement notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà ce qui marque quand même la fin de notre édition de cet après-midi. Merci à toutes les équipes au niveau de la régie.
des équipes conduites par Janvier Mourenzi Karangwa. En mon nom propre, Edith Sabiti, je vous remercie et je vous invite à rester toujours fidèle au programme de la télévision. Quant à moi, j'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Au revoir.